Retour sur ce plateau, chers amis. À présent, vous l'avez compris, nous sommes de plein pied dans la rubrique Convainc-moi. Et aujourd'hui, nous parlons de l'élection présidentielle aux États-Unis. Les grandes tendances, c'est de cela que nous allons débattre sur ce plateau. Les élections présidentielles, donc, au pays de l'oncle Sam, étaient attendues des observateurs et avertis et promettaient d'être disputées entre un président sortant, candidat à sa propre réélection au caractère sulfureux et imprévisible, et un candidat démocrate plus tempéré et longtemps resté proche de la politique américaine. Dans un climat social, sanitaire et économique autant inédit que délétéré, le combat s'annonçait rude, mais surtout indécis. On atteste à l'aube de ce jeudi 5 novembre la tension et la crispation devant les résultats définitifs qui peinent toujours à sortir, alliés aux déclarations du président Donald Trump et de son équipe de campagne dénonçant à tout drôle des fraudes dans plusieurs États et exigeant un recomptage des voix qui pourrait déboucher sur une bataille juridique et un arrêt de processus. Dans ce flou électoral, nous recevons pour vous M. Hamzat Abdoulaye, consultant politique, afin de mieux comprendre les grandes tendances de l'élection présidentielle américaine qui n'a visiblement pas fini de nous révéler des secrets. Bonjour à vous, M. Hamzat Abdoulaye, et bienvenue sur ce plateau. Bonjour, Madame Natacha Kofi. C'est un plaisir de vous avoir avec nous en ce jour. Le plaisir est partagé. Alors, pendant toute la journée du vote, Joe Biden a arpenté la Pennsylvanie, État décisif qui, je le rappelle, a donné la victoire à Donald Trump en 2016. Philly est la clé, avait-il prédit ces derniers jours? Avait-il raison finalement? Je pense que déjà la Pennsylvanie constitue déjà un swing state, c'est-à-dire les États qui décident au dernier moment de qui il faut choisir, vers qui il faut s'orienter. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une impasse aux États-Unis. Il n'y a pas que la Pennsylvanie, il y a bien d'autres États, environ 5 ou 6, qui sont toujours indécis jusqu'à l'heure où nous parlons. Et ce qui retarde l'échéance et les résultats, comme vous l'aviez cité en amont. Je trouve que déjà les élections aux États-Unis cette fois-ci sont indécises. Indécises dans le sens où on ne sait pas exactement qui pourrait être le prochain président. Déjà, nous sommes le 5 et comme vous le saviez, le 5 en principe, le principe c'est que le 5, on ait déjà le nom d'un président aux États-Unis, ce qui n'est pas le cas et qui est visiblement très loin d'être le cas. Et je voudrais finir en disant que le scénario de 2020 remonte ou plutôt ressemble à celui de 2000 où on avait Al Gore face à George W. Bush et cela s'est décanté sur plusieurs semaines avant qu'on ait eu une issue par rapport à l'élection, par rapport au présidentiel. Donc je pense que c'est un bis repetita qui est en train de se répéter. Il faudrait être prudent surtout sur les chiffres et par rapport aussi aux analyses qui doivent être faites en ce sens. Vous avez fait rapidement mention de certains États, justement. Il y a toute une symbolique autour de certains États, comme le Wisconsin, justement. On se souvient de la surprise qu'avait créée le président sortant, Donald Trump, en décrochant cette partie de la carte il y a 4 ans. Oui, l'État du Wisconsin est un État aussi qui est plus ou moins indécis, mais dans cette démarche d'indécision, je dirais que le Wisconsin a plus un penchant pour les républicains. Mais on se rend compte que selon les derniers sondages, en tout cas, selon les derniers décomptages de voix, font état d'une victoire du candidat Joe Biden. Donc, je trouve que le Wisconsin, si bien évidemment, si les chiffres à ce niveau sont officiels, cela pourrait être décisif pour la suite des élections. Quand connaîtra-t-on le nom du prochain président des États-Unis? Alors, quand est-ce qu'on connaîtra le nom? Je trouve qu'il faudrait être prudent sur la question parce que comme vous le saviez, nous sommes face à un scénario plus ou moins inédit.
Et comme je le citais aussi en amont, en 2000, il y avait eu un cas similaire où c'était l'État de la Floride qui a dû séparer, qui a dû trancher entre Al Gore et George W. Bush. Mais cela a pris du temps, cela a pris plus de 3 à 4 semaines. Et c'est finalement en janvier de l'année qui a suivi qu'on a eu les résultats définitifs. Donc je trouve que le quand, on ne le sait pas. Cela dépendra bien sûr des dernières tendances qui vont prendre forcément du temps, surtout au niveau de ces swing states, comme si je prends par exemple l'État de la Caroline du Nord, qui estime qu'il n'y aurait pas de résultats définitifs, pas avant le 12 novembre. Et ce n'est pas le seul État. Donc je trouve que par rapport aux résultats qui sont très serrés déjà pour l'instant, il faudrait être prudent. Et outre cette prudence, bien évidemment, il faudrait prendre en compte le fait que il pourrait avoir, je sais pas, des sortes de réclamations ou encore des batailles juridiques qui pourraient être entamées, bien entendu, et cela pourrait ralentir le processus. Et bien entendu, qui parle de ralentir un processus, parle de gagner du temps. Et je ne pourrais pas dire avec exactitude quand est-ce qu'on aura le prochain président des États-Unis. J'estime juste qu'il faudrait être mesuré par rapport aux chiffres qu'on a et attendre surtout que ces derniers États, ces 6 États puissent se prononcer définitivement par rapport au choix de leur candidat. Risquerait-on de se retrouver dans le même schéma? Risquerait-on de se retrouver à janvier de l'année prochaine? C'est bien probable qu'on se retrouve dans un scénario similaire, même si je pourrais souligner que le scénario n'est pas tout à fait similaire, en ce sens où cette fois-ci, l'écart est tellement resserré, déjà au niveau des voix, comme au niveau des grands électeurs, l'état est tellement resserré qu'on se dit cela peut être inévitable d'aller jusqu'en janvier. Mais tout dépendra bien sûr des États qui restent dans le vote ou dans le décomptage des votes reste à situer dans les prochaines heures ou les prochains jours. Avec autant d'incertitudes, traversons-nous une période électorale inédite aux États-Unis? Oui, je le disais déjà, nous traversons une période électorale inédite, mais pas tout à fait inédite, en ce sens où déjà en 2000, on avait eu une sorte de vide constitutionnel qui a finalement pu être comblé, bien sûr, avec la reconnaissance déjà du candidat Al Gore comme perdant. Et au niveau de 2000, la différence, bien sûr, ce n'était qu'un seul État, l'État de la Floride. L'État de la Floride qui a concentré toutes les attentions, en ce sens où l'écart entre les deux candidats de l'époque, George W. Bush et Al Gore, l'écart était minime. Et vous le saviez, le mode de scrutin de l'élection présidentielle aux États-Unis fait en sorte que ce sont les grands électeurs qui sont priorisés et non les voix des individus ou des citoyens. Bien sûr, ce sont les citoyens qui élisent les grands électeurs qui, à leur tour, donnent leur voix pour le prochain candidat. Et pour revenir au sens de l'actuelle situation présidentielle aux États-Unis, je trouve que la particularité se situe dans le fait qu'il y a, depuis l'annonce des campagnes, un certain écart. Bon, je ne dirais pas écart tout à fait, mais je parlerai plutôt d'un clivage entre les deux camps républicains et démocrates. Et cela s'est de plus en plus resserré, l'étau s'est de plus en plus resserré. Et cela s'est matérialisé maintenant à travers ces présidentielles qui nous donnent l'aspect et surtout un goût d'inachevé par rapport à ce que les sondages avaient prévu ou prédit plusieurs mois en amont, en estimant bien sûr une victoire des démocrates, surtout de Joe Biden et de sa colistière Kamala Harris. On est très loin du compte finalement et c'est beaucoup plus serré que prévu. Et quelles sont les grandes tendances actuelles? Alors actuellement, les grandes tendances sont déjà de 248 grands électeurs en faveur de Joe Biden et
bien sûr, au niveau de Donald Trump, nous en sommes à 214 grands électeurs. Ce sont les grandes tendances actuelles, mais cela peut évoluer à tout moment. La particularité se situe dans le fait qu'il faudrait noter que pour être président des États-Unis, il faudrait réunir un minimum de 270 électeurs, grands électeurs bien sûr. Et dans ce cas de figure, tout est encore possible. On a encore 6 États. Bien sûr, les 6 États ne vont pas répartir les grands électeurs de la même façon. Bien entendu, quand nous prenons un État comme l'Alaska qui n'a droit qu'à 3 grands électeurs, comparé à d'autres États comme le Michigan qui peut en fait attribuer au futur président donc une vingtaine de grands électeurs. Donc il y a une certaine différence par rapport à cela. Donc tout cela, c'est l'ensemble de tout cela qui va certainement déterminer l'avenir de ce qui adviendra forcément à l'issue bien sûr de ces élections. Alors au même moment se déroule l'élection des représentants de la Chambre basse et d'une partie de la Sénat. Cela aurait-il une conséquence directe sur ces élections? Absolument. Déjà, vous le saviez, le Sénat et la Chambre des représentants donc aux États-Unis jouent un rôle fondamental, un rôle clé d'ailleurs dans la démocratie américaine. Et moi, l'analyse que je fais, c'est que peu importe qui va l'emporter, ça va rester serré de la Chambre des représentants jusqu'au Sénat. Et ma crainte surtout, même si le candidat démocrate l'emporte sur le fil, même s'il arrive à l'emporter sur le fil, les tendances actuelles montrent que le Sénat, qui est plus ou moins la clé de la démocratie, je vais dire, hein, quand il s'agit de légiférer et tout ce qu'il y a autour, le Sénat est en train de pencher, en train de basculer vers les républicains. Le Sénat est en train d'être républicain. Le Sénat l'était déjà, donc c'est une continuité. Mais dans ce sens, on va tout de suite vers une sorte d'impasse aussi politique qui pourrait rendre difficile la gouvernance de Joe Biden, s'il est élu, bien entendu. Donc, peu importe l'issue, d'accord, par rapport au choix du candidat, si Joe Biden arrive bien sûr à être élu, il aura une certaine difficulté à pouvoir légiférer, à pouvoir faire passer son programme, ce qui pourrait être compliqué. Au niveau de la représentation, bien sûr, au niveau de la Chambre basse, généralement les démocrates l'ont apporté ces dernières années pour créer l'équilibre. Et même si cette fois-ci ça risque d'être beaucoup plus serré, je trouve que tous les 2 ans, déjà, il y a une élection à ce niveau, au niveau de la Chambre basse. Et c'est beaucoup plus long au niveau du Sénat qui fait une élection tous les 6 ans. Et parfois, au tiers, les sénateurs sont renouvelés au tiers de la Chambre, tous les 2 ans aussi. Donc, je trouve que, pour finir, bien sûr, c'est capital. Mais autant c'est serré au niveau de la Chambre basse, autant les élections sont aussi serrées au niveau des sénateurs. Eh bien, la démocratie américaine n'est-elle pas quelque peu éprouvée par un système d'élection présidentielle aussi compliqué et peu représentatif? Oui, il y a quelques années, on aurait dit tout de suite non, mais le cas d'espèce qui s'est déroulé en 2000 entre Al Gore et George W. Bush, et ce qui se passe aussi actuellement remet la question sur la table à chaque fois. Clairement, la démocratie américaine est en péril. Il faudrait oser le dire, mais est-ce la faute du système ou est-ce la faute du système sortant? Je trouve que les avis sont partagés sur la question. La démocratie américaine est en péril, en ce sens où déjà on ne tient pas compte du vote du citoyen directement. Je prends je prends l'exemple d'un simple État où les électeurs, je ne sais pas, choisissent un candidat démocrate, simple exemple, et l'écart après la fin du scrutin est minime.
Mais malgré le cas aussi réduit après la fin de ce scrutin, mais si l'État en question détient 20 grands électeurs, les 20 grands électeurs basculent entièrement vers celui qui remporte le scrutin majoritaire dans cet État. Donc, cela voudrait dire que la démocratie américaine, en tout cas, ce mode d'élection présidentielle priorise les grands électeurs que les citoyens. Et on se voit parfois dans une sorte d'impasse. Quand on prend l'élection de 2016 où on avait le candidat des démocrates, Hillary Clinton, qui, malgré un score, je vais dire, honorable, bon, plus qu'honorable, puisque en termes de vote majoritaire, elle a emporté par rapport à son adversaire Donald Trump. Mais malheureusement, ce jeu qui priorise les grands électeurs au détriment des citoyens a fait en sorte que Donald Trump, aujourd'hui, est élu. Et plus le temps passe et plus on se rend compte que ce type de scrutin est limité, quelque part, est limité. Mais il faudrait préciser aussi que les Américains tiennent ce mode électoral propre à eux d'ailleurs, ils tiennent cela vraiment à cœur et font en sorte que les institutions autour pour que cela puisse bien se dérouler soient véritablement en mesure d'y arriver. Donc moi je trouve que même si ce type de scrutin, ce type d'élection est forcément bien sûr avec nos réalités d'aujourd'hui en déphasage, plus ou moins en déphasage avec ce qu'on a, l'image qu'on a de la démocratie, ce type de démocratie est bien propre à la réalité américaine. Qu'est-ce qu'un grand électeur et quel est son rôle principal? Alors comme je le disais, le grand électeur, il est élu au scrutin majoritaire. Le grand électeur, chaque État aux États-Unis a une marge par rapport à son histoire, par rapport à la population, a donc une marge de grands électeurs qui lui est attribuée. Et je le disais aussi en amont, tous les États ne s'équivalent pas en termes de quantité, de la même quantité de grands électeurs. D'où, quand je prends par exemple l'Alaska, comme je le citais aussi en exemple, où on n'a que 3, comparé au Texas où on a une vingtaine pratiquement de grands électeurs. Donc la différence est là. Ensuite, l'autre différence, c'est que ce sont les simples électeurs, c'est-à-dire les citoyens américains, qui votent. Et leur vote découle ou débouche sur les grands électeurs qui, eux, à leur tour, participent à l'élection du futur président. Donc, dans un schéma simple, citoyen, après élection et après décomptage et des voix et tout ce qui va avec, après résultat donc, débouche sur les grands électeurs qui, eux, à leur tour, soutiennent le futur président de la République. Pas forcément président, mais soutiennent finalement celui qui l'a remporté au niveau des citoyens. Alors, quels sont les scénarios envisageables dans le cas d'une défaite du président sortant, en cas d'égalité absolue de grands électeurs entre les deux candidats? Alors là, vous posez deux problèmes distincts. Quel est le scénario qui pourrait être en cas de la défaite du président sortant? Alors, en cas de défaite, bien sûr, il faudrait que la voix des urnes parle. Et il faudrait que la démocratie aussi puisse être respectée. Mais nous sommes face, comme vous l'aviez cité dans votre introduction, face à un personnage sulfureux et imprévisible. On le constate déjà à travers les déclarations de l'équipe de campagne et de lui-même d'ailleurs, estimant que certaines voix n'ont pas été prises en compte et que l'élection aurait été fraudée, ce qui est une première, puisque dans une grande démocratie comme les États-Unis, c'est véritablement la première fois qu'on entend ce genre de déclaration venant d'un président sortant. Donc, il va mal
prendre une défaite, c'est clair, parce qu'on connaît l'ego de l'homme, on connaît l'ego du président, du personnage, il va mal le prendre. Mais qu'est-ce qui pourrait advenir? Je pense que si véritablement il enclenche toutes les procédures, donc pour justement contester les voix dans ces États dont il est question, notamment le Wisconsin ou le Michigan, je trouve qu'on pourrait peut-être aller jusqu'à l'intervention peut-être de la Cour suprême. Et on sait derrière que cette Cour suprême est élue, déjà les membres de cette Cour suprême sont élus par le président, à vie d'ailleurs. Donc récemment, on a constaté que Trump avait donc élu le nouveau patron donc, de cette Cour, ce qui inquiète plus d'un parce que les observateurs se disent ben, dans le cas d'espèces où on a une Cour suprême qui s'institue en tant que dernier recours, absolument dernier recours en cas de contestation de vote et bien dans d'autres conflits juridiques, cette Cour donc a le dernier mot. Donc si Donald Trump arrive véritablement à prouver, bien sûr, il faudrait qu'il le prouve aussi, ce qui est très loin d'être le cas actuellement, mais s'il arrive véritablement à prouver avec ses avocats et tout ce qui tourne autour, s'il arrive à prouver qu'il y a eu fraude, bien sûr, il faudrait que la Cour suprême puisse trancher et là, on pourrait se retrouver face à un scénario peut-être catastrophique, je ne peux pas le dire, je ne peux pas le savoir, mais moi je vois tout de suite le conflit d'intérêts entre les institutions américaines. L'autre cas de figure que vous aviez présenté, bien sûr, c'est qu'arriverait-il si on se retrouve face à une égalité? Alors, le cas d'égalité, déjà, dans l'histoire n'est jamais arrivé, mais cela pourrait peut-être arriver, on ne peut pas le savoir là tout de suite. Mais si cela arrive, cela voudrait dire que d'un côté, on a un candidat qui a donc 269 grands électeurs, d'une part, et d'autre part, on a l'autre candidat qui a aussi 269, ce qui serait une égalité parfaite. Et c'est jamais arrivé. Je ne pense pas qu'on puisse arriver là, mais si cela arrivait, l'issue se retrouverait finalement au niveau de la Chambre des représentants pour justement faire une sorte de vote, je vais dire, pour faire un vote donc qui va séparer les deux parties. Vote dont on connaît déjà l'issue? Bon, on ne peut pas connaître l'issue puisqu'on sait qu'actuellement, il y a une élection aussi à ce niveau. On ne connaît pas forcément l'issue, mais selon les tendances, selon en tout cas le schéma qui s'offre à nous, on peut dire que s'il y a égalité parfaite donc, et vote au niveau de la Chambre des représentants, bien sûr, Trump va l'emporter puisqu'il a une petite marge sur les démocrates. Maintenant, rien n'est certain parce que cela se passera au niveau des deux chambres puisque le Sénat, lui, à son tour aussi va organiser une sorte d'élection du vice-président cette fois-ci. Et dans le cas d'espèces aussi, ce serait forcément les républicains qui l'emporteraient parce qu'on sait que la connotation, la coloration du Sénat actuellement aux États-Unis penche pour les rouges, pour les républicains. Très bien. Alors, tout à l'heure, vous faisiez mention justement de la fraude dont parle Donald Trump. Qu'est-ce qui, selon vous, le pousserait à parler de fraude? Alors, cette déclaration est-elle fondée? Si on fouille un peu l'actualité, déjà, cela remonte à plusieurs semaines. Je vais parler peut-être d'une peur de perdre. C'est la première motivation, parce que je ne trouve pas comment un président en exercice qui prépare sa prochaine candidature estime déjà à quelques mois, à quelques semaines des élections, que si il y a fraude, mais il va mettre tous les moyens pour que cela puisse être démantelé, déclassé. Donc, c'est une peur qui se traduit bien sûr par les derniers événements qu'on a eu à vivre et à suivre déjà de l'autre côté du Pacifique avec les mouvements Black Lives Matter
et tout ce qu'il y a eu autour, qui dénote en fait deux Amériques déjà, deux Amériques, l'une qui est fortement anti-Trump, fortement d'ailleurs anti-Trump, et l'autre Amérique qui est extrémiste, et là, véritablement jusqu'au bout, on voit l'image d'une Amérique de l'autre côté qui est véritablement conservatrice et véritablement ancrée sur des valeurs du white et de tout ce qu'il y a autour des théories entre griffes raciales. C'est triste et dommage. Mais pour revenir à votre question, je pense que les élections l'édition de cette année, les élections de 2020, sont inédites en ce sens où on ne sait toujours pas qui va véritablement l'emporter. Alors vous avez rapidement parlé de l'Amérique qui serait scindée en deux, on va y revenir dans une minute, mais avant, devrait-on aller vers une réforme des élections aux États-Unis? Une réforme, c'est beaucoup trop dire. Je trouve qu'une réforme à l'heure actuelle n'est pas à l'ordre du jour, clairement. Bien sûr, les observateurs internationaux donc, se penchent de plus en plus sur la question. Et si on doit avoir tous les 4 ans un scénario similaire, bien sûr, cela pourrait être remis sur la table, la question pourrait être remise sur la table. Mais je pense que, comme je le disais, les Américains sont traditionnellement fiers de ce mode de scrutin, de ce type de système d'élection présidentielle qui leur véritablement et dont ils sont fiers. Donc, oui, il y a un certain décalage entre la réalité qui est celle d'aujourd'hui et ce type principalement de mode électoral. Donc, est-ce que cela va changer? Si, bien sûr, cela se répète tous les 4 ans, forcément, les gens devraient peut-être se pencher sur la question pour trouver une solution définitive. Mais nous sommes toujours dans l'exception. Vous le saviez, l'exception ne fait que confirmer une règle qui est établie. Donc, je ne pense pas véritablement que cela puisse être changé. Très bien, à présent, parlons de l'Amérique qui serait scindée en deux. Le nouveau président américain, quel qu'il soit, réussira-t-il le pari de réunifier les États-Unis? Ça devrait être le principal objectif du prochain candidat élu. Réunir deux Amériques, c'est compliqué. Avec ce qu'on voit aujourd'hui, on sent véritablement qu'il y a deux Amériques qui sont fragmentées par rapport aux idées, deux Amériques qui sont fragmentées par rapport aux réalités aussi économiques. Et durant toute la campagne, on s'est rendu compte que nous avions, au lieu d'idées, nous avions juste eu du Trump et de l'anti-Trump. Les démocrates, en vérité, n'ont pas un véritable programme pour changer le vécu des Américains. Mais toute la stratégie de campagne était axée autour d'un seul thème, tout sauf Trump, tout sauf Trump. Et on se rend compte aujourd'hui que si les démocrates, bien sûr, arrivent à aller à la Maison-Blanche, l'enjeu serait capital parce que l'enjeu principal, comme je le disais, serait de réunifier l'Amérique. Et les dernières déclarations de Joe Biden faisaient état du fait qu'il fallait véritablement s'asseoir autour d'une table et penser en tant qu'Américain, parce que quand on est président de la République, bien sûr, on n'est plus démocrate, on n'est plus républicain, mais on est américain. On est avant tout président des Américains. Donc je crois qu'à son niveau, lui, déjà, la question déjà est en train d'être posée et certainement il est en train d'y penser. Quant à Donald Trump, est-ce qu'il est dans cette démarche? Moi, j'en doute, vu sa campagne qui fut très, très offensive par rapport à l'autre camp. Même jusque dans ses dernières déclarations, on sent l'image de l'homme qui maintient son cap, c'est-à-dire American First, et tout ce qui tourne autour de l'American First a des connotations que les autres n'accepteraient pas forcément. Et cela est d'autant plus triste que ce n'est pas l'image qu'on a de l'Amérique. Merci à vous, Monsieur Hamzat Abdoulaye. Je Merci. rappelle que vous êtes consultant politique. Ce fut un réel plaisir de vous avoir avec nous sur ce plateau. Merci à vous.
On espère vous retrouver très bientôt. À présent, chers amis, nous allons poursuivre cette émission et retrouver Ahmed Arepa. Mais avant, nous allons faire un tour du côté de la régie. ESM Bénin, École supérieure de management accréditée par l'État béninois, offre des cours en licence et master dans les filières suivantes: banque et finance et assurance, finance, comptabilité et audit, marketing, communication et commerce, management des ressources humaines, système informatique et logiciel, hôtellerie et tourisme, transport et logistique, entrepreneuriat et gestion de projets, etc. Les diplômes ESM Bénin sont homologués par l'État béninois et reconnus sur le plan international. Des formations à la carte avec introduction de l'anglais, parlé et écrit, l'apprentissage du chinois et l'accompagnement psychologique des étudiants. À ESM Bénin, nous organisons des séminaires de partage d'expériences avec des experts et hommes d'affaires. Pour un avenir assuré et des emplois garantis, choisissez l'École supérieure de management ESM Bénin. Rejoignez ESM Bénin sur le site de Kourounou, face au stade de l'Amitié, et à Calavi, Carrefour Zopa. Pour plus d'informations, contactez +229 21 38 26 43 ou le 97 30 84 84 ou le 96 35 75 75. ESM Bénin, le chemin vers l'emploi. Fais ta part contre la Covid. Sa propagation peut être stoppée. Ça dépend de toi. Limite tes sorties, mais si c'est nécessaire, porte un max dans tout le public. Oh. La Covid peut tuer, les fausses infos aussi. Vérifie toute info avant de partager. Oh. Le gouvernement sensibilise, les agents de santé mobilisés. Alors que fais-tu de ton côté pour stopper cette maladie? La Covid-19 peut être stoppée, mais ça dépend de toi et moi. Alors que chacun fasse sa part. Peuple du Bénin, la Covid-19 est une réalité, mais nous pouvons arrêter sa propagation si chacun de nous fait sa part. Ceci est un message du gouvernement en collaboration avec UKAID.